Donc on avait envie d'ouvrir ce débat parce qu'il n'y avait pas encore d'endroit où on pouvait le faire. Et surtout, on avait envie d'être plus fort à plusieurs pour défendre les intérêts du secteur. C'est aussi ça qui nous rassemble, c'est défendre les intérêts du secteur de l'occasion, de dire l'occasion peut être de qualité, doit respecter la réglementation. On a parlé des bifins. Est-ce que les bifins respectent la réglementation qui est de payer la TVA, qui est de payer des choses comme ça? C'est une question. Enfin, non, mais je sais, elle n'est pas posée la question ce soir. Non, ce que je veux dire, c'est la question. Excellent, merci. Ensuite, pour les gens qui sont sans papier, il y a besoin de tolérance, parce que chacun a le droit de couper et puis transporter les hôtels. Donc là, c'est une autre question. C'est un travail social qui a été mis en place dans le système et qui doit être répercuté pour l'accès à l'égalité des territoires et l'égalité des droits. Il devrait y avoir ce même dispositif dans chaque quartier, chaque arrondissement. Et ensuite, il faut payer les taxes. Alors, nous, R-Cube, là, on est là pour ça, pour ouvrir les débats. Ce sujet-là, il est ouvert. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est légal de faire dans l'occasion, qu'est-ce qui ne l'est pas, quels sont les moyens qu'on peut mettre en œuvre, quelles sont les questions à se poser. Ça fait partie du sujet de R-Cube qu'on ose affronter. Voilà. Oui, il y a des gens qui ne payent pas de TVA. Bon, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? Est-ce qu'il n'y a pas de TVA à inventer? Voilà. Et donc, du coup, derrière ça, il y a des outils à créer, dont un label, qu'on va y revenir après, puisque R-Cube, c'est aussi de trouver des solutions entre professionnels. Donc là, vous avez quelques acteurs membres de R-Cube, mais d'autres ne sont pas encore là, d'autres sont en train de le devenir, d'autres sont là, mais pas là-haut. En tout cas, on souhaite que vous adhériez bien sûr à la fédération et qu'on organise d'autres événements comme ça. Et donc, on peut passer aux 12 travaux de R-Cube ou pas? Allez, on y va ou pas? Vous avez envie ou on a le temps ou pas? Allez, 12 travaux. Renaud. R-Cube s'est lancé avec une vision partagée par tous les acteurs, que ce soit des associations, que ce soit des startups, que ce soit des entreprises plus ou moins grandes, que ce soit également des indépendants. C'est d'agir tous ensemble pour lutter contre le gaspillage et la production de déchets. Vous l'avez compris. Et ça passe avant tout par, du coup, favoriser les échanges, le partage, les synergies, les collaborations entre eux, mais également partager les expérimentations qui peuvent être réalisées chez l'un ou l'autre des acteurs, qui est un succès ou qui n'est pas un succès, pour permettre de pouvoir le dupliquer sur un autre territoire ou chez un autre acteur, ou pour permettre de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné et comment est-ce qu'on peut permettre de faire réussir une prochaine expérimentation. C'est également permettre la professionnalisation positive des acteurs du secteur. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, il y a beaucoup de problématiques, notamment sur la partie formation, où aujourd'hui, on a besoin de transmettre des compétences techniques pour permettre plus de réparations, des meilleures réparations, permettre d'avoir derrière, du coup, les acteurs qui seront capables de pouvoir s'engager, notamment auprès du grand public, pour derrière leur donner notamment des garanties sur les produits qui sont achetés sur le marché de l'occasion au sein des ressourceries, recycleries et pas que. C'est également, bien sûr, vous l'aurez compris, peser dans le débat public et faire entendre la voix de ses membres, puisque aujourd'hui, on a beaucoup parlé, notamment sur la table ronde de l'économie circulaire au sens large, et aujourd'hui, très clairement, c'est la première fois qu'enfin, on peut entendre le point de vue réemploi inséré dans la boucle de l'économie circulaire, qui est bien trop souvent absent. Et aujourd'hui, c'est l'enjeu majeur pour nous, vis-à-vis notamment des collectivités, mais également de l'État, et également des différents autres acteurs qui sont partenaires. C'est également mettre en valeur les différents acteurs de l'association et leurs activités. Vous l'avez compris, tout le monde et tous les acteurs, vous tous ici réunis, vous avez besoin de pouvoir vous développer au niveau économique, mais surtout au niveau visibilité et communication. On en a parlé sur notamment la première table ronde encore. Le maillage national et local des acteurs est hyper important pour permettre d'informer le grand public, les entreprises, et permettre d'être au service de tous ses concitoyens sur le territoire local et avec un maillage national. C'est également promouvoir auprès du grand public, allez, on va la faire courte, travailler sur les problématiques communes. Donc, on en a parlé tout à l'heure, on ouvre des commissions et on va en parler juste après, donc je ne vais pas le détailler. Agréger les données chiffrées, alors là, c'est plus un peu avoir une vraie image de ce que représente aujourd'hui le secteur en France, être capable de, derrière, travailler aussi sur son impact écologique, parce que soyons clairs, on dit tous que le réemploi, c'est super vertueux. C'est clair que c'est bien plus vertueux que du recyclage traditionnel. Ça allait aussi plus que du
recyclage matière, mais encore faut-il être capable de pouvoir l'analyser et de pouvoir le mesurer. Et aujourd'hui, on travaille à l'agrégation des données chiffrées de nous tous et de l'ensemble du secteur pour être capable derrière de pouvoir aller regarder finement ce qui se passe. Et derrière, bien sûr, c'est créer de la connaissance, des événements à destination du grand public, mais également des professionnels, et créer des outils nécessaires à tous, voilà, pour donner des clés de ce qui pourrait être demain. Les ressourceries ont besoin de pouvoir vendre aussi sur Internet. Peut-être que plutôt que chacun crée sa petite boutique dans son côté, peut-être que demain on va ouvrir un bon coin de la ressourcerie où chaque ressourcerie aura sa mini-plateforme à sa couleur et derrière une plateforme globale dans laquelle seront vendus tous les objets de toutes les ressourceries. J'en sais rien, c'est des idées complètement folles, mais c'est ce qu'on aime au sein d'Aircube, c'est lancer les débats au sein des commissions, travailler tous ensemble pour réfléchir à ce que pourrait être le futur du réemploi et des acteurs. Voilà, je vais m'arrêter là, on va passer sur les commissions et sur surtout la grande nouvelle qu'on a envie de partager avec vous ce soir. Voilà. Donc on s'est dit, voilà, l'association de la 1901 pour rassembler des acteurs professionnels. Alors on veut vraiment surtout rassembler des acteurs professionnels. Ça c'est un des sujets, associations, entreprises, sociétés qui sont impliquées dans ce domaine. C'est vraiment une fédération, ce qu'on peut appeler aussi dans certains domaines un syndicat professionnel, pour faire entendre la voix des professionnels. Donc ça c'est un point important. L'autre point important dans notre gouvernance, c'est aussi de créer des commissions thématiques qui sont animés par des membres sur un sujet partagé par la plupart des membres. Donc là, actuellement, il y a 3 commissions ouvertes. On espère en ouvrir d'autres. Une commission occasion, une commission réparation, qui est animée par Samantha, et une commission agrégation des données chiffrées. Merci. Portée par Thomas, que vous avez dû voir. Oh, génial. Voilà, on travaille, voilà. Donc ça, c'est les 3 commissions existantes actuellement. Et le sujet du label, parce que je fais du teasing, là, je vous chauffe, c'est porté par la commission de marché de l'occasion avec différents acteurs qui, naturellement, c'est venu en disant, voilà, il faut rassurer le consommateur, il faut apporter une garantie sur qu'est-ce que c'est un produit d'occasion. Et la plupart d'entre nous étaient impliqués dans le téléphone portable d'une manière ou d'une autre. Et on s'est dit, commençons par le téléphone portable, parce que c'est un pilote, c'est une manière de commencer à démontrer ce qu'on peut faire rapidement, parce qu'il y a un vrai besoin du marché. Donc, cette commission, de manière très opérationnelle, qui est aussi ouverte, c'est-à-dire on veut faire que ces commissions accueillent des partenaires qui ne sont pas forcément membres, qui ne souhaitent pas le devenir, pour différentes raisons, peut-être pas, peut-être que des éco-organismes nous rejoindront ou pas. Ça, c'est un débat qui va s'ouvrir, qu'on souhaite ouvrir, parce que jusqu'où on peut ouvrir, qui va vouloir frapper à la porte. En tout cas, voilà, ce qu'on voulait faire ce soir, c'était vous mettre comment on dit, les choses sur la table, carte sur table. On est donc une association à 1901 avec un bureau, Renaud président, je suis trésorier. Et il y a un conseil d'administration qui réunit 12 personnes. Alors peut-être que vous pouvez lever la main ceux qui sont au conseil d'administration, mais je crois que beaucoup sont partis. Voilà, en fait, on ne va pas le faire parce que beaucoup sont partis ou sont dehors, en train de préparer des choses. Donc, ne le faisons pas. S'il y a besoin, n'hésitez pas, on vous transmettra statut, membres, etc. Mais en tout cas, ce que je souhaite, c'est qu'on avance. Et ça va être une fédération pour avancer et faire des choses concrètes. Ça fait 3 mois qu'on a déposé les statuts, on a lancé ce projet, on a organisé cette soirée, on va encore lancer le label et on va continuer à avoir cette dynamique d'entrepreneur pour faire changer les choses. Et plus on sera nombreux, plus on représentera d'emplois, de chiffre d'affaires, d'intelligence, voilà, plus on fera bouger les choses, on arrivera à bousculer les politiques, à bousculer même des consommateurs, même peut-être des réflexions. Et donc, c'est avant tout une manière de continuer à penser en rupture et à continuer à avancer ensemble tout en s'enrichissant de manière interpersonnelle avec ces débats. Voilà, le roulement de tambour pour présenter le label. Qu'est-ce qu'on a demandé, nous, comme cahier des charges? Quel est notre cahier des charges quand on dit label? La démarche de labellisation, je pensais l'autre slide, mais ok, faisons ça. Non, fais pas ce l'autre slide d'abord. Voilà, alors nous, qu'est-ce qu'on a voulu? C'était quoi le cahier des charges du label? C'est qu'on voulait avant tout que ça soit une organisation responsable et un produit responsable. Alors, on veut avant tout que ce label il soit acceptable. Donc, c'est-à-dire qu'on puisse l'appliquer.
par les acteurs. On veut avant tout que les parties prenantes participent à la définition de la pertinence des indicateurs et des critères. On veut avant tout que ce soit transparent, qu'il y ait une gouvernance qui soit mise en place avec un mécanisme financier, combien ça va coûter. Ça coûte assez cher. D'ailleurs, on n'a pas du tout fait de levée de fonds, on fait un truc d'ailleurs, un truc qu'on n'a pas le droit de faire, hein, c'est qu'on a mis de l'argent sur la table et on pense que ça va suivre, mais voilà. Donc on prend des risques. Des processus organisationnels, donc qui va valider quoi pour assurer une pérennité, une acceptation de ce label. On est parti aussi sur une vision opposable, c'est qu'on veut absolument qu'on puisse être contrôlé, audité, et que ce qu'on va dire, de dire oui, c'est un produit d'occasion de qualité, parce qu'il a été contrôlé, et parce qu'il est contrôlable, selon ces critères-là. Donc là, on a parlé pertinence, capacité à reproduire les évaluations, et compétence et indépendance des évaluateurs. Ça, c'est le cahier des charges qu'on s'est donné, et qu'on se donne. Après, l'exemple qu'on a pris, c'est le bio. C'est le label bio. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite histoire. Est-ce que j'ai le temps de faire une petite histoire ou pas? Il était une fois des agriculteurs qui s'étaient rassemblés entre agriculteurs en disant on veut avoir un label de qualité pour dire oui, moi ce que je fais c'est bien, on regarde l'environnement et on regarde la protection effectivement de la biodiversité. Et donc ils se sont réunis entre eux, ils ont défini un critère, un référentiel, des critères avec un référentiel de critères, et ils se sont dit voilà, on va appliquer ça et on va pouvoir auditer et voir est-ce qu'on respecte bien ça. Ce référentiel-là était la propriété à la base d'une fédération d'agriculteurs qui après a été cédée au ministère de l'Agriculture. C'est une des visions que l'on a, de se dire on se réunit en tant que professionnels, on va avoir la liste des critères et on espère, ça serait une clé de succès que je souhaite, c'est un indicateur de succès, c'est que ce référentiel-là, on puisse le céder potentiellement au ministère ou même potentiellement à la Commission européenne s'il le souhaite, ou bref, parce qu'on a eu pour vocation de développer ça. Voilà. Donc voilà, c'était le cahier des charges. Au-dessus, c'est pas la peine. On va passer tout de suite la parole à Marc-Antoine Orenfeld, qui est un expert de la certification et de la création de labels. On peut applaudir très fort Marc-Antoine. Bonjour à tous, merci pour les applaudissements. Je préfère à la fin si j'ai été convaincant. Donc, je vais vous présenter très rapidement pour qui je travaille, parce que c'est une occasion qui m'est rarement donnée. DNVGL, c'est une fondation de droit norvégien qui existe depuis 1864. Je vais vous donner des très très gros chiffres. On est 16 000 à l'international, on fait 2,5 milliards de chiffre d'affaires. Pardon, 2,5 milliards de chiffre d'affaires, celui-là je le répète. Et pour autant, depuis 1864, l'objet de la fondation est de protéger les hommes, les biens et l'environnement par différentes expertises, par différents moyens. Donc c'est une fondation à but lucratif dont un des objectifs est de s'autofinancer, de garantir son indépendance. Qu'est-ce qu'on fait avec tout cet argent? Par exemple, 4% du chiffre d'affaires, je vous laisse faire le calcul, est réinvesti dans la recherche pour la résorption du continent de plastique, dans les énergies renouvelables. Donc il y a une subvention directe qui est faite sur des programmes de recherche à vocation environnementale, sociale. Et l'expertise s'est développée depuis tout ce temps-là, notamment grâce au gisement de pétrole en Norvège et à la sécurisation de l'exploitation des énergies fossiles. Et aujourd'hui, on travaille énormément, encore une fois à l'international, sur des projets de reconnaissance de toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire sur la sous-traitance, sur les conditions sociales. Donc on est amené à faire des audits sociaux au fin fond de l'Inde sur l'exploitation du mica, par exemple, sur l'huile de palme. Et voilà, très rapidement, je répondrai à des questions après si vous le souhaitez. Je ne m'étends pas plus sur DNVGL. Est-ce que vous pouvez... Antoine, tu peux juste passer? Voilà, donc ça c'est en gros tout ce qu'on fait. En résumé, je fais vite. Voilà, ça c'est important quand même, parce que dans l'esprit norvégien, il y a une valeur qui s'appelle l'exemplarité. Donc il y a énormément de modèles que l'on soutient chez nos clients et qu'on essaie de s'appliquer. Donc on est membre d'un certain nombre d'initiatives internationales et on soutient aussi des grandes associations internationales.
avec parfois des financements sonnants et trébuchants. Et pour autant, j'anticipe éventuellement des questions, on ne finance pas les projets personnels, mais en revanche, les salariés de la Fondation sont soutenus, eux, quand ils cherchent à réduire leur empreinte environnementale, par exemple. Et c'est à peu près 30 millions d'euros par an qui sont redistribués aux salariés pour s'acheter des vélos, des poêles à bois, isoler leur maison, ce genre de choses. Donc c'est quand même assez, je pense, remarquable pour le noter. Voilà. Alors j'en viens au sujet qui nous intéresse, pour parler du lancement de label, comme a dit Benoît. Donc on va pas jeter un label en l'air. En fait, on a eu des longues discussions. C'est un projet pour lequel j'ai dû vraiment argumenter pour être choisi, parce que c'est une réelle conviction que l'on a chez nous de soutenir des projets. Donc je mets en parallèle cette dimension internationale et pour autant le fait qu'on soutienne des projets extrêmement concrets et qui vont dans le sens des valeurs qu'on défend. Alors, on est effectivement, Benoît a déjà utilisé des gros mots comme audit et certification. Alors c'est vrai que c'est le cœur de métier. On travaille essentiellement avec les normes ISO pour une des branches d'activité. Mais moi, je mets plutôt ça dans la rubrique reconnaissance des engagements. Parce qu'on voit tous les jours des industriels. Et sur la partie sociale, sur la partie environnementale, sur la partie qualité, on essaye de secouer le cocotier pour que, justement, ils se mettent aux normes. Là, on est dans un autre registre. On essaye, finalement, de bâtir un schéma et d'être les garants d'un certain nombre de règles qui garantiront le respect de toutes les parties prenantes qui vont être concernées par cette démarche de reconnaissance. Alors, il y a un point qui est fondamental aujourd'hui pour ceux qui s'y intéressent. Il y a une profusion de démarches, de labels, portés par un acteur, deux acteurs, une fédération. Il y en a dans tous les sens. On trouve des coiffeurs responsables, on trouve des pressings responsables, on trouve tout un tas de choses. On ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Et il y a des dérives à la fois en termes de profusion et à la fois en termes d'administration de ce type de reconnaissance, parce que bien souvent, ce sont des labels autoproclamés qui sont détenus ou par une fédération, au mieux, ou par un organisme qui a contribué à bâtir le label, et ce n'est pas du tout notre point de vue. Deuxième dérive, où on peut reconnaître un engagement, une démarche et des moyens qui sont donnés, où on reconnaît un produit aujourd'hui. Et c'est triste de le considérer comme ça, mais une innovation consiste à considérer qu'on peut aujourd'hui reconnaître à la fois l'organisation et à la fois le produit. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile, non pas à faire, mais à accepter. C'est-à-dire que les acteurs qui vont être candidats au label, il faut qu'ils acceptent de dire d'accord, mon produit a des vertus embarquées, on va dire, sociales, sociétales, environnementales, mais moi aussi, ce que je fais par ailleurs, pour l'ensemble du reste, c'est pareil, je garantis ça. Donc c'est extrêmement engageant. Et c'est pour ça qu'on n'est pas souvent choisi, parce que nous, on tient cette ligne-là de manière assez ferme. Alors, dans la lettre de mission qui m'a été confiée par Aircube, il y a construire la gouvernance et le fonctionnement du schéma de reconnaissance. Et c'est ce que Benoît vous a présenté juste avant. Il s'agit peut-être de gros mots qui parlent d'opposabilité et d'acceptabilité. Donc l'acceptabilité, elle est au sens sociétal du terme, c'est-à-dire les parties prenantes qui ont un intérêt dans cette labellisation, que ce soit un consommateur ou un acteur, doivent s'y retrouver dans la prise en compte de leurs attentes. Et en ce qui concerne l'opposabilité, c'est que les critères ne doivent pas poser de questions et être reconnus par l'ensemble des acteurs également. Et j'ajoute, ce référentiel ne sera pas développé comme une boîte noire, c'est-à-dire qu'il va être ouvert. Dans l'utopie de Benoît, mais il en faut pour avancer, c'est un jour, ce référentiel sera cédé au ministère. Une utopie, c'est peut-être un peu fort, c'est une ambition, et je pense qu'il y a des chances que ça fonctionne. Alors, voilà, donc ça c'est un peu la mécanique de ce qu'on va essayer de faire pour créer le label. Et puis j'en viens au sujet le plus important, c'est comment fonctionne un schéma de reconnaissance. Donc ici, pour l'instant, il n'y a volontairement aucun nom d'acteur bien identifié, puisqu'on est encore au stade du projet. Mais vous aurez compris qu'à droite en haut, c'est Aircube. Alors, il y a plein de gros mots. Gouvernance, impartialité, voilà des critères fondamentaux que l'on va essayer de garantir, enfin que l'on va garantir dans la construction de ce label.
Et on s'est rejoint par rapport à ce que nous on défend et par rapport à aux valeurs que Aircube souhaite promouvoir par le biais de ce label, c'est-à-dire garantir une totale impartialité dans le fait de labelliser des acteurs, que la gouvernance soit ouverte, donc représentée par des parties prenantes qui vont administrer le label, le faire évoluer, gérer la communication, parce que ça c'est très important. Si on se déclare labellisé par rapport à un label, il faut qu'on on mette quelques directives sur les droits d'usage de ce qui pourrait devenir une marque de reconnaissance. Et puis en bas à droite, vous voyez les évolutions du référentiel technique, parce que forcément il va être amené à évoluer. Il y a plein de métiers différents qui peuvent être concernés, donc on va bâtir un socle, et puis après vont peut-être se greffer des critères complémentaires en fonction du type d'acteur qu'on peut trouver en bas, que ce soit un industriel du réemploi, un commerçant, un grossiste, un point de vente ou une marque. Tout est possible. La partie à gauche est finalement la moins intéressante, c'est-à-dire, là, en l'occurrence, c'est DNVGL. Aujourd'hui, nous, on intervient pour vous aider à bâtir les règles qui vont régir le label, à garantir que certaines valeurs soient prises en compte. Par exemple, je sais qu'on a des discussions récurrente avec Benoît, parce que lui parle énormément de qualité du produit, mais à chaque fois, je veux m'assurer que dans qualité du produit, il comprend bien le social, l'approche territoire, sociétale, comment on noue des relations avec les acteurs du territoire, et c'est d'autant plus intéressant, d'autant plus pertinent que le sujet rassemble des acteurs très différents, et enfin, bien entendu, la partie environnementale. Donc on est vraiment au stade initial de la démarche. Il y a un point d'interrogation parce qu'il y a encore beaucoup de choses à définir. Et dans ces choses à définir, ça ne va pas être fait de manière complètement indépendante, autonome et je dirais obscure. Ça sera ouvert au sein d'une commission. Donc l'idée est de pouvoir faire réagir l'ensemble des parties prenantes qui, à ce moment-là, et ça s'adresse directement à vous, doivent exercer aussi leurs responsabilités. On ne peut pas dire qui ne dit mot consent, mais c'est un peu ça. Il y a un moment, s'il y a un désaccord, s'il y a des évolutions à apporter, il faut que les gens qui sont indirectement intéressés à ce que peut porter comme valeur le label puissent s'exprimer, enfin, au sens de ce qu'on entend par responsabilité sociétale. C'est une gouvernance qui doit rester ouverte. Voilà. Donc, on espère que le point d'interrogation, et il le sera, je pense, sera levé d'ici peu de temps, mais il y a beaucoup de réponses qui appartiennent à la fédération. Et moi, je peux effectivement, dans l'animation du projet et dans l'apport d'éléments techniques, faire des propositions, mais le choix appartient à la fédération. Mais si nous, on a choisi de s'engager, même en tant que fondation internationale sur ce projet-là, c'est parce qu'on sent que les valeurs pourront être portées et défendues. Voilà, je vous remercie. Alors, avant de vous donner la parole, parce que je suis sûr que vous avez plein de questions, moi j'ai quand même un truc à vous dire, parce qu'en tant que président, j'ai une grande responsabilité au sein d'Aircube et du coup au sein de ce label porté par une commission qui est celle du marché de l'occasion. Moi aujourd'hui, je veux clairement que ce label soit transparent et qu'il soit avec toutes les parties prenantes impliquées. En l'occurrence, là on parle de la téléphonie mobile, donc forcément ça comprend du D3E. Donc tu as clairement tous les éco-organismes D3E, on veut qu'ils soient partie prenante. On veut également qu'il y ait la partie consommateur. Voilà, pourquoi pas les associations de consommateurs seront les bienvenus pour réfléchir avec nous. Et surtout tous les acteurs qui interviennent dans un maillon de la chaîne, de la partie réparation et revente de téléphones portables et de la fin de chaîne qui est le parti recyclage. Ça, c'est juste pour histoire de dire que derrière, on veut que de toute façon, cette label qualité et tous les acteurs qui seront engagés dans ce label qualité aussi soient engagés sur la partie fin de vie des produits à un moment donné, pour qu'on puisse derrière pouvoir faire du recyclage matière et le tout vertueux. Très clairement, juste pour résumer un petit peu les discussions qu'on a eues et les points sur lesquels on a été très clair. Aujourd'hui, au sein d'Aircube et dans notre société au niveau de tout ce qui est le marché du mobile d'occasion, il y a des petits, il y a des gros acteurs, il y en a sur Internet, il y en a dans les boutiques. Aujourd'hui, très clairement, c'est un peu comme le panorama d'Aircube, il y a différentes typologies d'acteurs. Aujourd'hui, on ne veut pas qu'un gros acteur qui a beaucoup de moyens soit plus privilégié qu'un petit acteur qui a peu de moyens. Notamment sur la partie labellisation, on est en train de travailler pour réfléchir à des solutions concrètes pour qu'un petit acteur puisse
sans que ça lui coûte rien, ou très peu, être labellisé au même titre qu'un gros acteur. Et on est en train de voir, et je ne peux pas donner tous les secrets et toutes les choses, d'autant plus que ce n'est pas finalisé aujourd'hui, mais très clairement, on est en train de monter un espèce de modèle où aujourd'hui, c'est simple, il y a de la transparence. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on va être labellisé, ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on sera même labellisé avant les autres, et inversement. Derrière, on n'a pas d'argent, mais on a le droit d'être labellisé dès lors qu'on respecte les conditions du label et que derrière, on s'engage. Et surtout, le tout, c'est d'engager la filière, mais c'est surtout d'apporter des réponses aux consommateurs. Aujourd'hui, un consommateur, le marché de l'occasion, et on en a parlé sur les tables rondes tout à l'heure, il a encore du mal. Et aujourd'hui, on en parlait, le développement économique des acteurs, notamment de l'ESS, passe par le développement des ventes qu'ils réalisent au sein de leur structure. Et aujourd'hui, c'est vrai pour la téléphonie mobile, c'est vrai pour plein d'autres matériaux, matériels et objets. Et aujourd'hui, c'est l'objet d'Aircube avec ce premier label, c'est de permettre aux acteurs de s'engager, notamment grâce à d'autres mécaniques qui seront activées avant, notamment la commission réparation en amont, qui va permettre aux acteurs, notamment ceux qui n'ont pas encore des vrais plans de formation en interne ou qui ont besoin de formation complémentaire pour toutes les personnes qui travaillent au sein de leur structure, de pouvoir en bénéficier. Et c'est pour ça qu'on est en train de travailler sur des montages de plans de formation pour donner plus de technicité à tous les acteurs et à toutes les personnes qui travaillent au sein des acteurs et trouver des solutions pour financer très clairement ces plans de formation et du coup permettre derrière aux acteurs de s'engager sur la qualité des produits qu'ils vont revendre sur le marché de l'occasion et s'engager derrière sur les garanties qu'ils vont pouvoir proposer aux consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, on le sait tous, c'est la vérité, c'est qu'entre aller acheter un appareil neuf sur lequel vous avez une garantie, même si c'est du premier prix, même si la durabilité du produit n'est pas forcément très bonne, c'est souvent ce que fait un consommateur, même quand il a peu de moyens, par rapport à acheter un produit qui coûte des fois même moins cher dans une ressourcerie ou recyclerie, tout simplement parce que même si le produit a été très bien réparé et qu'il va avoir une meilleure durabilité, aujourd'hui, il n'a pas réellement de garantie qui lui est proposée, à part dans certains réseaux. Et aujourd'hui, on veut généraliser ça à tout le secteur. Voilà, je laisse la place maintenant aux questions, si vous avez des questions. Oui, je pense que c'est une très bonne initiative pour amener de nouveaux consommateurs sur ces produits-là. Ça, c'est le premier point. Mais ma question ne porte pas sur ce sujet, porte plutôt sur un sujet un peu plus européen. On a parlé tout à l'heure un peu des déchets, des règles de déchets au niveau de l'Europe. Est-ce qu'il existe déjà des initiatives pareilles dans d'autres pays ou est-ce que Aircube va être l'initiative un petit peu européenne de démarrage? Parce que tout à l'heure, on parlait d'abriter, comme on a abrité à un moment donné le label AB au ministère. Aujourd'hui, le label AB existe toujours, mais il y a surtout un label européen maintenant qui est abrité au niveau de l'Europe. Donc comment ça va aussi? Comment vous regardez en tant qu'organisme international ce genre de développement de label un peu partout en Europe? Alors déjà, juste pour dire, Aircube est déjà en train d'échanger depuis plusieurs mois avec d'autres réseaux européens. Et aujourd'hui, c'est très important pour nous de co-construire aussi des choses avec eux, parce qu'on pense français, mais on pense aussi européen, parce qu'aujourd'hui, on a tous une même législation, et tous des législations qui vont avancer au fur et à mesure des années dans le même sens. Et il est important de pouvoir aussi travailler avec des gens qui ont déjà une expérience, une expertise, et qui ont fait ce qu'on est en train de faire d'une certaine façon ou d'une autre avant nous, et c'est important. Aircube est vraiment sur le partage et la transmission de connaissances entre acteurs. Donc nous-mêmes, on veut le faire avec les autres acteurs, fédérations, regroupements européens. Et pour la partie du label, je laisse DNV réagir. Alors, à mon niveau, je n'ai pas une visibilité encore très nette de tout ce qui est fait. C'est une partie du projet. Une partie du projet qui consiste aussi à faire l'inventaire de l'existant. Pour autant, pour être sur le terrain assez régulièrement, il y a déjà un bon paquet d'initiatives qui ont été identifiées, à la fois au niveau européen, à la fois au niveau international. Donc, il faut considérer que là, on est au début du projet et que ça va maturer, mais on peut faire le grand écart très vite. Ou effectivement, on raisonne en vase clos, je dirais, en système franco-français, mais on a déjà des preuves de bons résultats parce que souvent, notre niveau d'exigence monte à l'Europe et sert de modèle. D'après ce que j'ai pu voir aujourd'hui, j'ai pas, moi, identifié, mais parce que souvent, c'est des boîtes noires, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Je n'ai pas encore identifié
un label, et je parle volontairement, j'ai banni certification et audit, parce que c'est pas le sujet. Là, on va faire des évaluations et on va produire une reconnaissance. Dans la posture, c'est complètement différent. J'ai pas identifié aujourd'hui de démarche qui souhaitait adresser des réponses sur toutes les dimensions qui composent la responsabilité sociétale, à la fois sur la gouvernance du label, à la fois sur le volet social, le volet sociétal et le volet environnemental. Donc il y en a qui sont évidents. Je prends un exemple sur le volet sociétal. Mon ambition, c'est de réussir à faire passer des critères qui vont dire, bah voilà, à partir d'un certain seuil de chiffre d'affaires pour les acteurs qui vont être labellisés, il y aura une part à définir qui pourrait être reversée pour soutenir des initiatives émergentes. Si quelqu'un connaît une démarche qui existe déjà à l'international avec ce point-là, merci de m'aider, mais moi, j'en ai pas trouvé pour l'instant. Donc c'est ce type de points qui sont quand même techniques parce qu'il faut pouvoir les défendre, il faut pouvoir trouver une raison économique et une raison aussi sociétale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va financer dans le cadre de ce pot commun qu'on va mettre à disposition et qui sera, encore une fois, administré par des mécanismes de gouvernance au sein de la fédération. Donc je ne sais pas si j'arrive à transmettre à quel point ça me paraît moins important, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a peu d'initiatives qui s'engagent sur ce point-là, par exemple. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez déjà approché les constructeurs, concepteurs, et comment est-ce que vous les amenez autour de la table sur ce sujet-là? Sur une démarche, du coup, sur le maillon très en amont, de comment est-ce qu'on prépare le réemploi dès la conception. Alors, là, très concrètement, nous, on travaille pour celui qui s'engage. Donc là, la sollicitation, elle est sur la fédération. Pour autant, l'idée est d'avoir une vision sur la chaîne globale de valorisation. Donc, c'est pas complètement à côté de votre question. En fait, nous, on travaille en amont, chez les industriels, pour se bagarrer contre l'obsolescence programmée, pour essayer de faire de l'éco-conception, pour essayer de faire en sorte qu'ils valorisent l'ensemble des coproduits de leurs activités. Donc ça, c'est une façon indirecte de le faire. Pour la façon directe, comment les intégrer dans le label, comment faire en sorte qu'ils prennent aussi en compte leurs responsabilités par rapport à ça, ça, je laisse plutôt la parole à Aircube pour répondre à ça, parce que je pense que ça fait partie du volet partie prenante et gouvernance de la fédération. Très clairement, on a envie, comme je le disais tout à l'heure, que toutes les parties prenantes soient vraiment rassemblées pour co-construire avec nous ce label qui aujourd'hui est important pour les acteurs, mais qui est important pour les acteurs du réemploi, mais aussi pour les autres acteurs économiques autour du marché du mobile classique, comme de celui de l'occasion. Pour l'instant, les constructeurs, non, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, mais on espère bien y arriver très prochainement. On est déjà avec les opérateurs, et c'est déjà une bonne chose. On est avec aussi tous les réparateurs, et on est aussi avec les parties revente, physique, online. Et aujourd'hui, voilà, beaucoup de personnes, et même la majorité, sont très intéressés de s'impliquer dans ce label et de co-construire avec nous quelque chose qui puisse être vraiment à la fois vertueux et durable et qui puisse profiter au secteur et qui puisse surtout profiter à tous les consommateurs que nous sommes aussi clairement. D'ailleurs, je pourrais même sortir mon téléphone, mais c'est un vieux machin que j'ai récupéré parce que j'ai pété le mien et le temps que mon assurance me le répare, et ben, il faut bien trouver un autre téléphone pour pouvoir être joignable parce que sinon c'est très problématique. Voilà, donc non, très clairement, je trêve de plaisanterie. On veut vraiment que tout le monde soit partie prenante dans ce label. On fera tout pour qu'il y ait une gouvernance partagée et transparente. Et là-dessus, toutes celles et ceux qui veulent nous rejoindre pour travailler avec nous sur cette co-construction sont les bienvenus. Aujourd'hui, on fait l'appel ouvert. Tout le monde est le bienvenu. Il y a déjà bon nombre de gens d'Aircube spécialisés dans la partie téléphonie mobile qui sont forcément partie prenante, mais pas que. Il y a déjà plein d'autres partenaires, dont des opérateurs, etc., que je ne citerai pas aujourd'hui. Mais voilà, on est en marche. C'est un super beau projet. Moi, je suis très content qu'il se crée au sein d'Aircube.
Et j'ai hâte qu'on puisse avancer tous ces débats avec tous les partenaires, avec toutes les parties prenantes, et également avec le ministère, parce que c'est aussi intéressant qu'ils soient intégrés pour garantir, entre guillemets, aussi quelque chose de légal par rapport notamment à la législation française en vigueur et également, pourquoi pas, celle européenne, parce qu'aujourd'hui, il faut se conformer, il faut que notre label soit conforme à toutes les législations en vigueur, et on en a déjà pas mal parlé. Et voilà, donc l'appel est lancé, le buffet aussi est lancé, et je laisse la parole à Benoît pour la suite. Merci. Est-ce que ça vous intéresse, ce projet de label? C'est vrai que ça manque un peu d'ambiance, on sent qu'on a perdu des personnes qui sont parties, et on a peur, on a peur encore que vous partiez. Ah, ouais, c'est bon. C'est bon, l'évaluation est positive? En perception, l'évaluation est positive. Alors, en fait, vous vouliez rebondir, mais en fait, pour des questions logistiques, je vais juste annoncer ce qui va se passer. Et puis après, on peut peut-être encore échanger, mais on a encore un programme à tenir. Donc, en fait, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va prendre la question. T'inquiète pas. En fait, après, on va installer le buffet ici. Donc, il va falloir juste nous aider à installer un petit peu le buffet là. Ne pas partir parce qu'on va pouvoir prendre une petite pause de 10 minutes pour profiter d'une première partie du buffet. Merci. Non, ça va aller. J'aime bien, je trouve, le côté... J'aurais aimé. Donc, du coup, voilà, on va partager un petit bout du buffet là juste après. Si vous voulez, donc ne partez pas. Partez après le buffet, la première partie. On va juste pousser les tables. Il faudra 4 personnes aillent dehors chercher la grande table avec tout le buffet là-bas. Donc 4 personnes iront avec Guillaume qui est là, pour aller aider. Comment? Ah, très bien. Donc après, il faut déplacer des chaises, c'est ça, là, des chaises? Lesquelles? Ok, donc suivez les instructions de Guillaume pour qu'on soit efficace. On s'installe 10 minutes, un quart d'heure pour partager une première partie du buffet. Ensuite, séance de pitch, donc de présentation rapide, hein, je vais parler en français, présentation rapide. Et puis après, deuxième partie du buffet. Et puis, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Et on continue à échanger. Voilà. Ça va? Est-ce que j'oublie quelque chose là? Non? Ça va? Donc on y va? Donc ce soir, je le redis pour ceux qui ne l'auraient déjà oublié ou qui n'y sont arrivés après, vous êtes à la Maison des acteurs du Paris durable. Et on a un projet pour janvier, tout simplement, c'est de demander aux acteurs qu'est-ce qu'ils veulent, comment ils voudraient utiliser le dispositif acteur du Paris durable pour mieux coopérer entre eux. Voilà, bon. Et on va commencer par une carte de vœux vidéo qui apparaîtra en janvier. Et on enchaînera par un rendez-vous à la Maison des acteurs. Et donc ce soir, nous allons prendre les vidéos qui permettront de faire cette carte de vœux vidéo. Donc ne vous étonnez pas si Solène, notre journaliste de EcoPlus TV, ne vous étonnez pas si elle vient vous voir tout à l'heure pour vous proposer de donner vos vœux pour un Paris durable en 2015. Voilà, comme ça j'en profite pour faire cette petite annonce. Et vous avez le droit du coup de demander tout ce que vous voulez à la mairie de Paris, alors lâchez-vous. Juste avant la question, Asma a préparé ça, c'est quoi que tu nous as préparé alors? Bonjour tout le monde. Donc moi j'ai préparé en fait un cocktail marocain, mais vous allez être surpris parce qu'en fait il y a des mélanges à la fois des saveurs marocaines et occidentales et des saveurs du monde. Donc voilà, en fait la base, moi je pars toujours de la cuisine marocaine parce que je suis originaire du Maroc, de Marrakech, et j'associe voilà, les saveurs marocaines avec les saveurs du monde. Voilà, donc aujourd'hui, ça va être un buffet ouvert de cuisine marocaine mariée avec les saveurs du monde. Ah oui, alors pause. J'ai oublié de dire, je suis trésorier de l'association. Donc oui, merci. Donc, comme tout trésorier d'une association, on a besoin que vous adhériez, que vous participiez. Il y a une petite participation ouverte là-bas d'une petite boîte, n'hésitez pas. Parce que tout ça est fait pour l'instant de manière complètement autogérée, en fonds propres de nos poches d'ailleurs, un peu. Hein. Voilà, sous vide. Donc, la question qui vaut une participation. Hein. Oui, donc moi, je voulais juste rebondir sur la remarque de la dame là tout à l'heure par rapport au label et les constructeurs.
effectivement, on risque d'avoir quand même des objections de certains constructeurs qui vont voir dans le label un marché parallèle. Et aujourd'hui, il faut quand même comprendre que les constructeurs ne sont pas forcément ouverts à voir leurs produits en seconde vie, parce qu'ils préfèrent vendre à neuf qu'un réutilisé. Hein. Donc je crois que ce ne sera pas forcément une étape facile. Voilà. Juste, moi je ne suis pas spécialiste du tout du marché de l'occasion, du mobile qui plus est. Mais juste, clairement, aujourd'hui on est les acteurs du réemploi. Donc on milite tous pour que les téléphones portables, comme tous les appareils, puissent être réemployés, réutilisés et également réparés. Donc très clairement, la partie débat sur est-ce que les constructeurs vont être contents ou pas de ce qu'on fait, aujourd'hui on n'en est pas là. Aujourd'hui il y a une législation en France et en Europe qui aujourd'hui se durcit contre l'obsolescence programmée et ça va dans notre sens. Et aujourd'hui on est là surtout pour permettre de s'engager au niveau des acteurs envers le grand public et de développer une proximité, une connaissance et une relation de confiance entre les acteurs et entre les consommateurs pour développer le secteur en général. Et après, les constructeurs, les distributeurs, on le sait bien, recherchent aussi des produits de qualité et préfèrent que leur marque soit distribuée avec un label de qualité qui garantit qu'un produit d'occasion qui est vendu sous la marque d'un grand constructeur continue à être traité, réparé selon certaines règles de bonne pratique, de bonne conduite. Donc c'est aussi ça qu'on veut donner. Et avant tout, l'initiative Aircube, elle est ouverte. Un constructeur veut participer à une commission, de donner son avis, on est ouvert. On est ouvert. On l'écoutera, on ne fera pas forcément ce qu'il voudra, mais on écoutera et on est ouvert. Pour compléter, en fait, par rapport à ce que moi j'ai la chance de voir au niveau international, c'est que l'étau il se resserre pour les constructeurs. On a des acteurs en fait de la chaîne intermédiaire. Je prends comme exemple l'industrie de la microélectronique, à qui les constructeurs demandent de plus en plus de produits. Je parle des puces électroniques, par exemple. Le problème, c'est qu'au niveau approvisionnement, ça devient de plus en plus contingenté. C'est une réalité. Donc si je prends un acteur d'envergure internationale comme ST Microelectronics, il commence à être coincé entre la demande des constructeurs de fournir de plus en plus de microprocesseurs et de puces et le problème qu'ils ont à s'approvisionner en matières premières. Donc les constructeurs, il y a une prégnance qui s'installe sur le fait de pouvoir avoir à disposition autant de matériaux d'assemblage dont ils auraient besoin pour pouvoir inonder le marché avec des produits qui changent par période de, je sais pas, tous les jours, non tous les 6 mois. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. C'est la rareté des ressources. Ça commence à vraiment se faire sentir au niveau international et ça a des origines également géopolitiques. Donc il y a des pays qui sont aujourd'hui, pour raisons politiques, sous embargo et qui fournissent ces matières premières. Donc comment on fait quand on n'a plus accès à ces gisements? Eh bien, il faut que les filières de recyclage, et ça ne va pas sans le réemploi, et ça ne va pas sans la réutilisation, soient fortes et rentrent dans un schéma de business. Je fais le parallèle avec la nature. Hein. Si on veut protéger la nature, il faut lui donner un prix. Sinon, on sanctuarise ou on s'en fiche et ça disparaît. Donc ça, ils commencent à vraiment le comprendre. Par contre, pour s'organiser, ils n'ont pas la dynamique d'une fédération comme celle qui se lance. Donc, merci à tous. Pour faire du teasing, hein, on aura une présentation après de 2-3 structures. Je ne sais plus lesquelles, d'ailleurs, j'ai oublié, je suis désolé. Antoine, un peu de teasing pour ne... Voilà, donc on aura les joyeux recycleurs, il vient de partir, pas de chance. Cher voisin, c'est toujours maintenu? Oui, c'est toujours maintenu, super. Ça c'est annulé. Éco-recyclage, je pense que c'est maintenu. Trash ROS, bah voilà. Éco-geste, c'est maintenu. Atelier du bocage, je pense que c'est toujours maintenu ou pas? Non. Voilà, donc il y a au moins 3 présentations. Je vous demande... Non, tu veux... Et j'ai envie de compléter surtout que ça, c'est celles qui sont prévues et qui sont les membres d'Aircube qui ont souhaité se présenter à vous aujourd'hui. Mais surtout, comme vous l'aurez compris depuis le début, on est dans le partage, on est dans l'échange et dans l'ouverture. Et du coup, tout à l'heure, chacun d'entre vous pourra participer et venir pitcher, présenter son projet, qu'il soit naissant et juste en réflexion ou déjà opérationnel. Avec plaisir, on a tous envie de vous découvrir. Donc, venez nous voir pour une petite open pitch tout à l'heure. Donc, tonnerre d'applaudissements pour conclure cette première partie. Merci.